Bonjour à tous. Nous allons patienter un tout petit moment encore puisque nous attendons encore quelques inscriptions ou quelques arrivées. Donc je vous propose de patienter encore une petite minute. Quelle heure est-il? 2 minutes. Qu'en pensez-vous, très chers collègues? Est-ce que nous attendons encore un petit peu? Je ne vous entends pas en fait. Je ne vous entends plus. Bon, moi, je pense qu'on peut commencer. Enfin, si, je sais pas combien il y a de Je personnes de m'entends, connectées. oui. Moi, je le vois pas. Voilà. Donc, alors nous sommes 80, je crois, pour le moment. Donc, je vous propose effectivement de commencer puisque nous avons un laps de temps d'une heure approximativement pour vous présenter en fait ce petit webinaire sur la mobilité et peut-être un peu plus. C'est pour ça que je suis allée jusqu'à 15h45. Si nous avons de nombreuses questions en fait de nos écoutants. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, comme vous le savez, c'est la mobilité des alternants. Et j'ai autour de moi, virtuellement, dans cet environnement, en fait, un certain nombre de professionnels du sujet et qui se présenteront, en fait, quand j'aurai passé la page. Voilà. La page effectivement du sommaire. Donc la première partie qui sera très succincte, ce sera une partie d'introduction que je ferai autour de quelques données de l'alternance. Et puis je passerai le sujet le suivant sur la mobilité, le cadre juridique et financier à Laurie Albien. Bonjour Laurie. Oh, on ne vous entend pas Laurie. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Voilà. Le sujet suivant sera pris en charge en fait par l'association Erasmus+, au travers de 2 intervenants, Morgane Pro et Sylvain Scherperet. Bonjour. Bonjour. Nous avons également une intervention d'EuroApp Mobilité avec la joie d'avoir la déléguée générale en fait d'EuroApp Mobilité, Paola Bolognini, qui a été bien occupée ces dernières semaines. Bonjour à toutes et tous. Et puis un petit retour avec Laurie Albien et puis nous finaliserons au travers d'une présentation, de la présentation en fait d'une personne dédiée au CFA au sein de la DGEFP. Donc elle vous sera présentée effectivement tout à l'heure parce que je ne crois pas l'avoir présente ici. Donc, le programme que nous vous présentons est celui-ci. D'abord, la mobilité, le cadre juridique et financier, la mobilité, la priorité européenne et le rôle en fait d'Erasmus+, au sein de la mobilité de l'enseignement supérieur et les différents sites de référence en fait de Erasmus+, le AM avec la précision en fait sur la structure et le rôle de la structure en fait dans le cadre de la mobilité, et puis nous aurons la joie aussi d'avoir quelques annonces de perspectives d'évolution de la mobilité en fait de la part de Laurie Albien en fait pour la DGEFP. Alors, si j'arrive à passer le sujet suivant, voilà.
Je ferai juste une toute petite introduction, en fait, en reprenant simplement la constitution de l'OPCO Atlas. La constitution de l'OPCO Atlas, c'est 15 branches professionnelles, 15 branches professionnelles qui sont identifiées autour de 4 grands secteurs d'activité que vous avez ici. Hop, alors j'ai quelques petits soucis. L'OPCO Atlas représente 110 000 entreprises approximativement. Nous retrouvons ces 15 branches professionnelles qui couvrent 1,6 million de salariés environ. Et vous avez cette petite carte sur la droite qui est la représentation en fait des acteurs de l'OPCO Atlas sur le terrain. Donc vous avez effectivement des antennes régionales ou des conseillers ou des développeurs de l'alternance qui sont à la disposition en fait de l'intégralité des CFA sur les différents territoires que vous avez, qui sont identifiés ici. Alors, hop. Un petit problème sur le contenu. Le slide suivant, en fait, était intéressant parce qu'il permet en fait de comparer l'évolution sur une période de 8 mois entre l'année 2020 et l'année 2021. Vous voyez effectivement, si on s'attache simplement au nombre de contrats que vous avez ici, c'est vrai que sur la période de 8 mois de 2020, nous avions 8 628 contrats d'apprentissage qui avaient été enregistrés, répartis sur l'intégralité des branches que vous voyez ici. Et la même période pour 2021, vous avez effectivement presque le double d'enregistrement de contrats en fait sur 2021. Alors on peut imaginer effectivement que la situation du Covid de l'an dernier et puis les interruptions en fait d'action ont pénalisé en fait le recrutement. On peut aussi supposer bien sûr que les aides exceptionnelles qui ont été lancées en fin d'année 2021, qui sont en 2020, qui ont été reconduites en 2021 et qui sont encore reconduites jusqu'au 31 décembre 31 juin 2022, eh bien, seront effectivement en fait permettront en fait d'agir et de continuer à agir et pour nos entreprises de continuer à recruter de jeunes alternants. Hop, alors, je laisse la place à Laurie. Laurie, si vous voulez intervenir en fait sur le cadre de la mobilité. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Je me présente juste en 2 secondes. Je suis Laurie Albien. Je suis chargée de mission à la délégation emploi et formation professionnelle du ministère du Travail. Et je suis la personne qui suis en charge de travailler sur tout ce qui concerne la mobilité des apprentis et des alternants de manière plus générale. Et j'ai notamment participé à la rédaction de la loi avenir professionnel et de ces décrets ensuite. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire juste un petit point rapide pour que tout le monde ait bien le cadre juridique et financier. Donc, c'est un cadre juridique et financier qui a été mis en place avec la loi avenir professionnel, comme je vous le disais, de 2018. Alors, au niveau des textes, je pense qu'il y a vraiment 3 niveaux à avoir en tête pour vraiment avoir une vision globale sur quels sont les textes sur la mobilité. On a une loi, comme je vous le disais, un décret, et on a 2 arrêtés qui portent des modèles de convention. Je vais rappeler un peu donc, ce que la loi avenir professionnel a mis en place. Elle a permis de créer 2 types de mobilité. Le premier type de mobilité, c'est celui qui aboutit à la mise en veille du contrat de l'alternant. Et donc, ce type de mobilité qui permet de mise en veille, il est pas obligatoire, pardon, il est possible pour tout type de mobilité, peu importe la durée. Dans ce cadre-là, on a des règles juridiques un peu particulières. Une mise en veille, c'est toujours un peu spécial. Ça va être le CFA ou l'entreprise du pays d'accueil qui vont devenir seuls responsables des conditions d'exécution du travail de l'alternant. Donc, ça veut dire que l'employeur français, dans le cadre d'une mise en veille, il est complètement dégagé de toute responsabilité, y compris la rémunération de l'alternant. Donc,
si l'employeur choisit de mettre en veille le contrat à son alternant, il ne pourra pas le rémunérer. Les dispositions légales et conventionnelles qui s'appliquent, ce sont celles du pays d'accueil dans le cadre d'une mise en veille, donc y compris tout ce qui concerne la santé et sécurité au travail, rémunération, durée du travail, etc., ce genre de choses. Donc, c'est bien tout ce qui est en vigueur dans le pays d'accueil. Concernant la couverture sociale, alors il va y avoir deux cas. Soit le salarié, l'alternant dans le pays d'accueil, il est considéré comme salarié et donc dans ce cas-là, c'est la couverture sociale du pays d'accueil qui va s'appliquer. Ou alors l'alternant qui part en mobilité dans un pays étranger, il n'est pas considéré comme salarié dans le pays d'accueil. Et donc dans ce cadre-là, pour lui assurer tout de même une couverture sociale, il va être attaché à la sécurité sociale française. Voilà, donc ça c'était pour la mise en veille. Je passe donc au deuxième type de mobilité qui a été créé par la loi et qui est la mobilité qui aboutit à la mise à disposition, cette fois de l'alternant. Je note tout de suite quelque chose d'assez important à avoir en tête, c'est qu'actuellement, en l'état actuel des textes, j'y reviendrai à la fin du webinaire, mettre à disposition l'alternant quand il part à l'étranger, ce n'est possible uniquement que pour les mobilités de moins de 4 semaines. Dès qu'on dépasse 4 semaines, en fait, c'est la mise en veille qui est obligatoire. Donc, sur la mise à disposition, c'est plutôt mise à disposition classique comme vous devez déjà connaître, c'est-à-dire que la rémunération, elle est maintenue par l'employeur français lorsque l'alternant il est à l'étranger. C'est la sécurité sociale française qui est maintenue aussi et le droit français également qui va s'appliquer quand le jeune est à l'étranger. Alors ça, c'était pour le cadre un peu global juridique. Ça, c'était donc la loi. Ensuite, on a un décret du 24 octobre 2019 qui, je dirais, a deux apports principaux. Le premier, c'est que ce décret, il va préciser les items qui vont devoir figurer dans les conventions de mobilité, qui doivent être obligatoirement conclues. Et il va préciser aussi que quand l'alternant n'a pas le statut de salarié dans le pays d'accueil et que donc il est rattaché à la sécurité sociale française, c'est le CFA français qui va verser les cotisations AT-MP. Alors j'avais eu des questions justement là-dessus, c'est sur comment les CFA font pour faire ça. Effectivement, ça doit passer en fait par la DSN du CFA. Donc voilà, deuxième pilier, le décret. Troisième et dernier pilier, ce sont les modèles de convention de mobilité qui ont été publiés par arrêté du 22 janvier. Donc, un modèle de convention pour chaque type de mobilité. Donc, un modèle de convention pour la mise en veille et un modèle de convention pour la mise à disposition. Donc là, les parties vont contractualiser sur toute la période en fait, du jeune à l'étranger, date de début et de fin, l'objet de la formation, la nature des tâches, les repos hebdomadaires, etc., ce genre de choses. Voilà, donc ces conventions sont obligatoires de toute façon pour les deux types de mobilité. L'avantage, c'est qu'il y a une notice à la fin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces textes-là ou pas, qui permet un peu d'expliquer précisément ce qui se passe dans le cadre du contrat de travail du salarié quand il est soit mis à disposition, soit mis en veille. On a aussi des choses sur les possibilités de financement existantes, donc c'est bon à savoir aussi. Voilà, je me dépêche parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Je vais passer donc maintenant… Non, ça va? Non, Je vais ça passer va. au financement. Tu as tellement fait vite que tu étais très concise, donc tu peux, si tu as autre chose à préciser, n'hésite pas à y aller. Non, mais je pense que pour le cadre juridique global, je vous ai dit en gros tout ce qu'il fallait savoir d'important. Après, il y a le cadre financier, donc là, c'est un peu la deuxième partie de mon intervention. On vous a mis donc sur la slide les deux références juridiques. Il y a une obligation pour les OPCO de prendre en charge certains frais et une possibilité cette fois que l'OPCO prenne en charge d'autres frais. Alors du coup, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on peut mettre derrière ces types de frais. Donc dans le forfait obligatoire, donc que les OPCO doivent prendre en charge, ça va être tout ce qui concerne les frais d'organisation des CFA pour la mise en œuvre de la mobilité.
Donc, ces frais fixes, c'est-à-dire frais de personnel, mais aussi tout ce qui est ces frais variables qui vont correspondre à tout ce que va faire en fait le référent mobilité dans un CFA. Donc, il y a la veille réglementaire, l'accompagnement, les contacts avec les CFA étrangers, la recherche de financement, etc. Donc, tout ça, c'est le forfait obligatoire à prendre en charge par les OPCO. On a un deuxième type de forfait qui est cette fois facultatif. Donc, les OPCO peuvent très bien décider de ne pas le prendre en charge s'ils le souhaitent. Dans ce forfait facultatif, on a identifié un certain nombre de types de frais que je peux vous citer. Donc, on a identifié le transport France pays d'accueil, transport local, hébergement, restauration, frais d'assurance et d'assistance, compensation à la perte de rémunération, bien entendu, parce que quand il y a une mise en veille, donc l'employeur français ne peut plus rémunérer. Et tout ce qui est frais liés à la sécurité sociale. Après, il peut y avoir aussi les vaccins, les visas, ce genre de choses. Donc ça, c'est dans le forfait facultatif. Ce que je peux vous dire, c'est que les OPCO se sont tous prononcés sur la prise en charge, que ce soit sur le forfait obligatoire ou le forfait facultatif. Après, on a des forfaits qui sont relativement différents en fonction des OPCO, mais je crois que Chantal reviendra là-dessus à la fin. Et moi, j'y reviendrai aussi à la fin quand je parlerai des futures évolutions, parce que du coup, on va travailler aussi avec les OPCO pour tenter d'harmoniser au maximum les modalités de prise en charge et les forfaits. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Merci Laurie. Oui, j'interviendrai effectivement sur le sujet, sur les particularités en fait de financement définies par notre conseil d'administration l'année dernière et qui sont toujours en vigueur. Donc ça, on en parlera à la fin. Et effectivement, on a, comme le disait Laurie tout à l'heure, on a ce travail d'uniformisation et de mise en œuvre, je dirais, d'un certain nombre de process qui a abouti au travers du Vademecum et j'en parlerai aussi tout à l'heure succinctement afin qu'il soit bien connu et bien identifié de l'intégralité en fait des CF1 qui travaillent avec je vais dire les 11 OPCO, je ne penserai pas simplement qu'à l'OPCO Atlas, mais avec tous les OPCO, bien sûr. Morgane et Sylvain, je vous laisse la parole pour la partie Erasmus. Alors, je reprends ma petite souris. Et alors, où est-il? Ouais. Bonjour à toutes et à tous, Sylvain Cherperel, donc de l'agence Erasmus Plus France Éducation Formation, chargé de développement sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et à côté de moi, ma collègue Morgane Pro, chargée de développement également sur le secteur de l'enseignement supérieur. Alors, tout d'abord, merci à l'OPCO Atlas de nous avoir invités, de pouvoir présenter les opportunités du programme Erasmus Plus pour la mobilité des apprentis, on va dire des alternants, ça concerne les alternants en général. Vous savez, le programme Erasmus Plus est le principal programme qui finance la mobilité des apprentis en Europe et à l'international. Alors, peut-être revenir sur le sommaire, Chantal, si vous voulez bien, la slide précédente. La slide précédente. Je crois que je l'avais mis en premier, c'est pour ça que vous ne le trouvez pas. Ah, très bien. Bon, écoutez, non mais voilà, pas de problème. Voilà, donc une petite intervention d'une vingtaine de minutes. Je replanterai un petit peu le cadre dans un premier temps de la mobilité des apprentis. C'est une priorité européenne et nationale. Quelques mots sur le programme Erasmus+, et puis aussi quelques mots sur l'alternance dans Erasmus+. Avant de laisser la parole à ma collègue spécialiste de l'enseignement supérieur, puisque les CFA qui sont coiffés, entre guillemets, par l'OPCO Atlas sont principalement des CFA qui délivrent des formations post-bac. Donc, pour vous replanter le contexte, la mobilité des apprentis, c'est bien sûr une priorité européenne et nationale. Le développement de l'apprentissage, c'est une priorité européenne forte, vous le savez, à partir des débuts des années 2000, à travers le lancement de ce qu'on a coutume d'appeler le processus de Copenhague.
qui vise à développer précisément les systèmes de formation professionnelle en Europe. Et puis, à partir des années 2010, 2011, 2012, une priorité forte est donnée sur le développement des formations en situation de travail au niveau européen. L'alternance, l'apprentissage perçu, vous le savez, comme un des moyens efficaces de lutter contre le chômage des jeunes suite à la crise économique 2019, 2010, 2011. Développer la mobilité des apprentis dans son contexte est également une priorité européenne. C'est un objectif majeur de la politique européenne qui vise à développer cet espace européen de l'éducation. Cette priorité à la mobilité a été réaffirmée dans le cadre du nouveau cadre stratégique 2021-2030 de la politique européenne en matière d'éducation et de formation. Et la priorité à la mobilité des apprentis a été réaffirmée lors du sommet social européen qui s'est tenu dernièrement à Porto en mai 2021. Différentes expérimentations au cours de ces 10 dernières années ont été mises en place au niveau européen pour développer la mobilité des apprentis, et en particulier développer la mobilité longue des apprentis. Alors, au sens de Erasmus+, la mobilité longue, ce sont des mobilités supérieures à 3 mois. Vous voyez, cette question de durée est importante. Là où Laurie Albien, nous parlions de mobilité courte et longue et où le curseur était à 4 semaines. Au sens d'Erasmus+, pardon, la mobilité longue, c'est à partir de 3 mois de mobilité. Différentes expérimentations, notamment une expérimentation initiée par l'ancien président de la commission des budgets du Parlement européen, Jean Arthuis, et qui voilà, maintenant est président de l'association EAM, dont parlera Paola. Développer l'apprentissage, c'est une priorité nationale, vous le savez, de tous les gouvernements successifs depuis, je crois, depuis que je suis né, depuis le début des années 80. Les résultats sont là aujourd'hui. L'objectif des 500 000 a été largement atteint. Et développer la mobilité des apprentis est également, vous le savez, une priorité nationale. La mobilité est une mission à part entière des CFA depuis la loi du 5 mars 2014. Cette question de la mobilité des apprentis, on en a beaucoup parlé également lors de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle. Il y a un objectif gouvernemental de porter à 15 000 le nombre d'alternants en mobilité chaque année à l'horizon 2022. Et vous savez, il y a eu différents rapports sur ce sujet, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, un rapport marqué aussi de Jean Arthuis, qui ont dressé des constats similaires, qui ont débouché sur des recommandations convergentes et de nouvelles dispositions législatives pour développer la mobilité des alternants, donc celle que vous a présentée Laurie juste à l'instant. Et puis bien sûr, développer la mobilité des apprentis, que ce soit les apprentis de l'enseignement et de la formation professionnelle, mais également les apprentis de l'enseignement supérieur, et bien sûr une priorité forte de l'Agence nationale Erasmus+ France Éducation Formation, avec un plan d'action pluriannuel spécifique pour développer ce type de mobilité. Alors, le programme Erasmus+, on entame un nouveau programme à partir de cette année, 2021-2027, un programme qui se veut plus ouvert, parce que plus inclusif, davantage tourné vers l'international. Dorénavant, les apprentis aussi de l'enseignement et de la formation professionnelle peuvent aussi partir se former avec les crédits Erasmus+, au-delà des 33 pays européens participants au programme. Un programme qui se veut aussi plus responsable, avec une attention particulière aux projets favorisant la transition écologique et l'incitation à l'utilisation de transports doux. Un programme aussi plus ambitieux, avec un budget qui est doublé par rapport à la programmation précédente, 2014-2020. Concernant l'architecture du programme, donc la slide suivante. Oui, s'il vous plaît. Donc le programme est stable, un programme bien sûr qui se déploie toujours sur 6 secteurs éducatifs: l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, l'éducation des adultes, la jeunesse et le sport, et qui est toujours articulé autour de 3 actions clés. L'action clé 1, le volet le plus connu du programme, la mobilité des individus. L'action clé 2, la possibilité de faire des projets européens entre CFA, collectivités, OPCO, universités, entreprises, collèges, lycées, etc., branches professionnelles, etc., etc.
Et puis, une troisième action clé qui est là plutôt pour des dispositifs innovants, expérimentaux, également tous les outils de la reconnaissance et puis les plateformes EPAL, eTwinning, Euroguidance, etc., etc. Alors, un mot maintenant sur l'alternance dans Erasmus+. Nous venons donc, c'est la slide suivante, Chantal, si vous voulez bien. Nous venons de publier donc une note, vous la trouverez sur notre site internet à la rubrique médiathèque, sur les derniers chiffres que nous avons sur l'alternance dans Erasmus+. Donc vous le voyez, 6000, alors c'est une estimation, hein, parce qu'il n'est pas toujours facile dans les bases de données européennes d'exactement savoir combien d'apprentis partent en mobilité. Je vois Paola qui sourit, elle le sait bien. Nous avons comptabilisé environ 6900 personnes qui, sur l'année académique 2018-2019, sont parties en mobilité Erasmus+, donc soit 30% de plus qu'en 2016-2017. Alors, ouais, excusez-moi. Voilà. Dans ces 6900 alternants qui partent en mobilité, 80% c'est sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, donc tout ce qui est des niveaux 3 et niveau 4, infrabac, et tout ce qui est supérieur au niveau 4, donc pour les formations post-bac, BTS, licence, master, niveau 5, 6, 7, 8 jusqu'au doctorat, c'est sur le secteur de l'enseignement supérieur. Donc 20% de ces 6900 sont des alternants de l'enseignement supérieur, avec, vous le voyez sur la slide, pour les alternants, la mobilité des alternants de l'enseignement supérieur, une mobilité qui se concentre principalement sur les niveaux Bac plus 5, donc au niveau master ou au niveau diplôme d'ingénieur. En termes de durée de mobilité, 58% des alternants de l'enseignement supérieur partent pour une durée entre 2 et 3 mois et 42% partent pour une durée supérieure à 3 mois. Voilà sur ce point. Je vais laisser ma parole à ma collègue Morgane. Merci de votre attention et je remets mon masque et tu peux enlever le tien. J'enlève le mien. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà pour le contexte par rapport à l'alternance et au programme Erasmus+. Donc maintenant, si vous voulez participer au programme Erasmus+, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour toutes les actions qui relèvent du secteur de l'enseignement supérieur, il faut commencer par obtenir la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur, donc autrement appelée charte ECHE pour l'acronyme anglais. Alors, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc, la charte ECHE, c'est en quelque sorte le passeport, donc le ticket d'entrée dans le programme Erasmus+, pour toutes les actions qui relèvent du secteur de l'enseignement supérieur. Donc, comme l'a dit Sylvain, donc, là, le public concerné par le secteur de l'enseignement supérieur, en ce qui vous concerne, c'est tous les alternants qui préparent un diplôme de niveau 5 et plus. Donc voilà, en fait, la charte ECHE vous permettra vraiment de candidater à tous les appels à propositions qui relèvent des actions clés 1 et 2. Et donc, c'est vraiment la condition préalable et obligatoire pour répondre aux appels à propositions Erasmus+. Alors, comment obtenir cette charte? Eh bien, il faut répondre à un appel à candidature qui est annuel. Et donc, le prochain appel à candidature aura lieu en 2022, donc au premier semestre. Alors, même si c'est un appel à candidature annuel, ça ne veut pas dire que vous avez à renouveler votre demande tous les ans. Pas du tout. Une fois que vous avez obtenu votre charte, en fait, elle est valable pour l'ensemble de la programmation Erasmus+, donc c'est-à-dire jusqu'en 2027. Et puis, un autre point aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez, une fois que vous aurez obtenu votre charte, vous avez des appels à propositions auxquels vous pouvez candidater de manière individuelle et d'autres auxquels vous pouvez candidater de manière groupée, donc c'est-à-dire en consortium. Et alors, donc que vous vouliez candidater de manière individuelle ou groupée à ces appels à propositions, dans tous les cas, chaque établissement d'enseignement supérieur doit avoir sa charte. Donc voilà pour ce point. Alors, sur la slide suivante, on va voir un peu ce que contient cette charte et en fait à quoi l'établissement s'engage lorsqu'il candidate et obtient la charte ECHE. Donc en fait, il y a deux objectifs de cette charte a deux objectifs.
Le premier, c'est engager l'établissement dans un cadre européen de qualité, donc en répondant à un certain nombre de principes. Donc, principes que vous pouvez voir à l'écran et parmi lesquels on a par exemple la non-discrimination entre les participants ou encore la reconnaissance automatique des acquis d'apprentissage. Et le deuxième objectif, donc, c'est inscrire le programme Erasmus+ dans votre stratégie de modernisation et d'internationalisation de l'établissement. Donc ça, c'est un point vraiment important parce qu'il faut savoir que quand vous allez préparer votre candidature à la charte, vous allez vraiment devoir initier une réflexion en interne sur la stratégie à long terme que vous voulez mettre en place pour ouvrir votre établissement à l'international et pour savoir comment vous allez participer au programme Erasmus+ et l'intégrer dans votre stratégie d'internationalisation, justement. Alors, slide suivante. Donc, une fois que vous avez obtenu votre charte, donc ça y est, vous allez pouvoir candidater aux différents appels à propositions Erasmus+ pour le secteur de l'enseignement supérieur. Et donc là, nous, on va s'intéresser donc aux actions de mobilité étudiante qui concernent donc notamment les alternants. Et alors, une petite précision technique, dans le jargon Erasmus+, les projets de mobilité pour l'enseignement supérieur relèvent de ce que l'on appelle l'action clé 131, donc c'est le fameux AC 131. Et donc, sur la slide suivante, vous voyez les différentes opportunités de mobilité dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, les alternants qui relèvent de ce secteur ont la possibilité de se former à l'étranger avec Erasmus+, en réalisant donc soit une mobilité d'études donc dans un établissement partenaire au vôtre. Il peut également réaliser une mobilité de stage donc dans une entreprise, un institut de recherche, un laboratoire ou tout autre organisme pertinent. Et puis, il peut aussi combiner les deux, donc faire à la fois études et stages. Donc, dans tous les cas, la période de mobilité peut aller en principe de 2 à 12 mois. Donc, c'est ce que l'on appelle la mobilité longue dans Erasmus+. Mais il faut savoir, et ça c'est une nouveauté du programme Erasmus 2021-2027, il est désormais possible d'effectuer des mobilités plus courtes, allant de 5 à 30 jours. Et alors, dans ce cas, la mobilité courte, donc, qui correspond en fait à la mobilité physique, donc le séjour à l'étranger, cette mobilité courte doit être complétée par des activités virtuelles qui peuvent se tenir avant ou après la période de mobilité physique. Et donc, en fait, cette mobilité-là, globalement, c'est ce que l'on appelle la mobilité hybride, parce qu'elle combine à la fois une mobilité physique et des activités virtuelles. Et petite précision aussi, la mobilité hybride peut tout aussi bien se faire pour une période d'études ou pour une période de stage à l'étranger. Aussi une autre précision sur le pays de destination de la mobilité. Donc, il peut s'agir de l'un des 33 pays participants au programme Erasmus+, et dans certaines conditions, 2 pays partenaires au programme. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus, mais voilà, après, on pourra préciser ça dans la session de questions-réponses si vous voulez. Aussi, il faut savoir que dans le cadre de sa mobilité, donc l'étudiant pourra obtenir une bourse Erasmus+, qui est en fait une participation aux frais induits par la mobilité. Donc, cela ne veut pas dire que la bourse Erasmus a vocation à couvrir toutes les dépenses qui seront effectuées lors de la mobilité. En fait, cette bourse Erasmus, elle a vraiment vocation à couvrir les frais supplémentaires liés au voyage et au séjour de l'alternant dans le pays de destination. Et puis, donc, voilà, ça, on va dire, c'était toutes les mobilités individuelles. Et à côté de ça, vous avez également les programmes intensifs hybrides qui peuvent aussi intéresser les alternants. Alors, le programme intensif hybride, c'est un programme de formation courte qui est organisé entre plusieurs établissements partenaires. Donc, il faut au moins 3 établissements de 3 pays programmes différents. Et donc, ce programme de formation courte se fait à destination d'un groupe de participants. Et il doit combiner à la fois de la mobilité physique et des activités virtuelles qui se tiendront avant, pendant ou après la mobilité physique. Donc, ça ressemble un peu à la mobilité hybride, sauf que là, c'est vraiment dans le cadre d'un programme de formation à destination d'un groupe de participants.
Et bon, je préciserai aussi que voilà, tout ça, c'est des opportunités de mobilité pour les étudiants et donc, entre autres, pour les alternants. Mais il faut aussi savoir que les activités de mobilité sont ouvertes au personnel dans Erasmus+, hein, qu'il s'agisse de personnel enseignant ou de personnel administratif. Et puis, à côté des activités de mobilité, voilà, il y a d'autres opportunités pour monter des projets de coopération, donc, comme l'a mentionné Sylvain au début de la présentation. Petite question, Morgane, excusez-moi. Oui. Cette somme allouée aux étudiants, bien sûr, peuvent se cumuler aux sommes qui pourraient être allouées par un conseil régional ou par une autre structure. Oui, alors côté Erasmus, il n'y a pas du tout d'interdiction de ce côté-là. Donc oui, ça peut venir compléter une autre bourse. Après, ça dépend des autres programmes. Oui, mais voilà, ça se fait assez classiquement. Effectivement, différents opérateurs viennent abonder les crédits Erasmus+, les régions, bien sûr, les opérateurs de compétences sont invités à le faire. Et puis, les universités aussi, beaucoup, voilà, sur l'enseignement supérieur, rajoutent également. Donc, oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Et slide suivant, j'imagine. Oui. Voilà, et puis juste pour finir, donc les sites de référence, le site de l'Agence nationale Erasmus+ France Éducation Formation, le site Mon Projet Erasmus+, tout nouveau site qui a remplacé peut-être pour ceux qui connaissaient le site précédent, Pénélope+, donc la plateforme pour les candidats et les porteurs de projets. Le site Stat Erasmus+, donc le site sur toutes les statistiques sur le programme, qui est financé, combien, dans quelle région, quel public, etc., etc. Et puis, une plateforme de valorisation des résultats de projets Erasmus+, tous les projets qui sont financés à la fois sur l'action clé 1, clé 2 et clé 3. Voilà, merci de votre attention et puis, bien sûr, on reste à votre disposition si vous aviez des questions complémentaires. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. J'aurai une petite question pour Laurie tout à l'heure quand elle reviendra, mais il ne me semble pas avoir d'autres questions spécifiquement. Votre énoncé a été très clair. Ben voilà, c'est à vous. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Paola Bolognini et je suis la déléguée générale de l'association Europe Mobility. Europe Mobility, c'est une association qui vient de fêter sa première année de vie. Donc, on a été créé en septembre 2020 par l'ancien parlementaire et ministre Jean Arthuis. Nous, l'idée, c'est vraiment d'œuvrer pour lever les freins à la mobilité longue des apprentis en Europe. Et quand je parle de mobilité longue, je me mets sur la définition qu'a donné mon collègue de l'agence Erasmus+, Sylvain Chaperel, et pas vraiment sur la définition franco-française, plus au moins 4 semaines. À ce jour, nous fédérons une vingtaine d'acteurs qui sont des acteurs issus de la formation professionnelle en France et également en Europe, parce qu'on a une antenne à Bruxelles aussi. Et ces acteurs sont des organismes de formation, notamment des réseaux de l'apprentissage, notamment les compagnons de devoir, les MFR, la chambre des métiers, CCI Paris-Île-de-France, et également d'autres acteurs qui forment à des niveaux supérieurs, tels que les CNAM, où nous sommes basés. Notre siège à Paris, c'est au CNAM, IGS et encore d'autres acteurs. Voilà, vous voyez sous vos yeux les logos parce que sans doute j'allais oublier quelqu'un. On a un projet ambitieux, on a un projet commun par contre, qui est celui d'arriver à créer un espace européen, véritablement, de la formation professionnelle, tout comme il existe quand même un espace européen de l'enseignement supérieur. Bien entendu, tout ça, ça s'inscrit dans les cadres européens de l'espace européen de l'éducation, donc un sens large. Par rapport effectivement à l'ancrage européen dont je parlais tout à l'heure,
C'est important pour nous pour pouvoir effectivement travailler avec les institutions européennes et également pour, disons, continuer dans l'animation d'un réseau d'acteurs européens qui était déjà là depuis 2016 et depuis le lancement du projet pilote qui est un peu la genèse d'Euroapp. Je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure en introduction, mais effectivement, entre 2016 et 2019, au niveau du Parlement européen, a été présenté un projet intérimé ensuite par la Commission européenne qui visait vraiment la détection des freins à la mobilité longue des apprentis avec des actions concrètes et avec un partenariat chapeauté en France par les Compagnons du Devoir. Donc, nous, on continue à animer ces réseaux d'acteurs qui s'est créé à l'époque et on continue et on est bien conscient de l'importance des n'est pas uniquement parler franco-français, mais parler aussi aux autres acteurs européens, parce que comme on disait tout à l'heure, nous on dit Erasmus c'est aussi pour les apprentis, bien entendu on le sait. L'agence Erasmus est bien placée pour le savoir. On fait beaucoup de mobilité pour les apprentis depuis 1994, je pense. Mais force est de constater que la mobilité longue est pas si simple à mettre en place, et ça c'est dû à l'hétérogénéité des systèmes au niveau européen. Donc, ce qui est alternant en France, déjà ça veut dire apprenti et contrat de professionnalisation, n'a pas vraiment un équivalent juridique entre guillemets dans les autres pays européens. Donc, pour les autres pays européens, on les définirait plutôt VET learner, donc Vocational Education and Training Learner, qui peuvent être apprentis dans des pays comme le Danemark ou l'Autriche qui ont un système dual, ou l'Allemagne bien entendu, et étudiants de la formation professionnelle ou élèves de la formation professionnelle dans d'autres pays. Peu importe, ce qui nous importe, c'est l'expérience professionnelle couplée à l'expérience information et ces dialogues entre ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Donc concrètement, je vous ai parlé de nos ambitions, d'inscrire du coup la mobilité longue comme une composante au cœur de tout programme pédagogique de la formation professionnelle, des organismes de formation. On s'attaque aux freins qui sont divers et variés. Lauriane vient tout à l'heure parler du cadre juridique. Effectivement, ces cadres juridiques, ça peut être un peu difficile à appréhender par les acteurs, même si les messages sont clairs. Il y a des freins académiques, il y a des freins financiers, des fois, il y a des freins pédagogiques. Voilà, on essaie d'appréhender l'ensemble de ces freins. Bien entendu, on ne trouve pas toujours de réponse dans l'immédiat, mais on réfléchit et ensemble, avec tous les acteurs, on essaie de répondre, de trouver des solutions concrètes et surtout de sensibiliser les parties prenantes à ces beaux projets qu'est la mobilité longue des apprentis. Dans les concrets, ce qu'on fait, c'est travailler en synergie avec les collègues qui sont là, donc avec la DGFP, avec l'agence Erasmus+. On essaye d'apporter notre expertise à notre niveau. Ça ne reste qu'orienter les personnes vers des documents qui sont déjà existants. Je pense à la note de l'Observatoire qui vient de sortir de l'agence Erasmus+, et faire des petites synthèses de ces travaux pour les faire connaître davantage. Je pense au fait qu'on essaie de sensibiliser aussi les acteurs de l'apprentissage à l'ouverture internationale. On organise des groupes de travail thématiques sur des thématiques précises. On communique, on essaie de communiquer. On a organisé récemment les états généraux de la mobilité des apprentis ça a été un moment où on a pu effectivement dialoguer avec les acteurs du terrain, mais également avec les représentants des institutions sur la thématique qui nous est chère de la mobilité des apprentis. On a aussi un travail de mise en relation. Donc, on développe en ce moment une plateforme qui est ouverte à ce stade au centre de formation, mais en octobre-novembre, elle sera ouverte aussi aux jeunes et aux entreprises.
On va la lancer au grand public en janvier 2022. En tout état des causes, l'idée, c'est essayer de faciliter la mise en relation des acteurs. Il existe déjà des outils qui sont très pertinents. Nous, on espère d'arriver en complément à ces outils. Et la peculiarité peut-être de notre plateforme, c'est qu'elle se base sur un système de matching, un peu comme les plateformes, d'autres plateformes que vous connaissez sans doute, qui vont mettre les profils en couplage et en synergie. J'ai sans doute oublié quelque chose, mais je laisse éventuellement l'audience me poser des questions. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur notre site, revivre bientôt les états généraux parce qu'on va vous diffuser les replays. Et ces états généraux sont en train d'être montés et découvrir aussi nos webinaires, nos articles, nos activités. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si vous le souhaitez. Merci Paola. Je ne peux que vous inciter, je dirais, à aller voir ces replays sur Euromobilité et sur les états généraux qui ont eu lieu la semaine dernière. Très intéressant et très complet. Laurie va intervenir pour le prochain point. Avant de commencer, Laurie, une petite question. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je vais la reprendre. Pouvons-nous avoir un peu plus de précision sur le type de dépenses qui rentrent dans le forfait référent mobilité? Oui, je vais reprendre parce qu'en fait, on avait travaillé avec les OPCO justement pour essayer d'identifier ce qui rentrait dans chaque forfait. Donc, je reprends mon texte. En fait, c'est vraiment le forfait obligatoire. C'est vraiment le forfait qui est lié au référent mobilité et à son travail. Donc, on va avoir les frais fixes, donc c'est les frais de personnel du référent CFA, mais aussi tous les frais finalement les frais engendrés par le travail qui est fait par ce référent mobilité. Et donc, pour le moment, nous, ce qu'on a identifié, c'est veille réglementaire, accompagnement, contact avec les référents internationaux, recherche de financement, communication, valorisation, frais généraux administratifs, éventuels déplacements, formation en langue aussi, le cas échéant. C'est tout ce type de frais. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est en fait tout ce que le référent mobilité va faire. Donc, c'est ce que j'appelle moi les frais variables dans le forfait obligatoire. Donc, dans ce forfait obligatoire, frais fixes, frais de personnel et frais variables en fonction du travail du référent. J'espère que j'ai été très bien. Voilà, je ne vois pas d'autres questions, mais je ne pense pas en manquer. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Je crois qu'il y a des gens qui ont levé la main. Ah, alors comment fait-on pour octroyer le droit de parole? Puisque je ne sais pas comment faire. Qui a levé la main? Queen, est-ce que tu peux m'aider sur cette situation? Non. Qui a levé la main? Est-ce que vous pouvez parler? Prendre le micro? Je ne sais pas. Je suis un peu désolée, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Bon, je ne vois pas. En fait, moi, je vois dans qui a levé la main Virginie, Alexandra Marie, Virginie Gallet, Frédéric Lombard. C'est des gens qui ont levé la main, je crois. Alors, vous pouvez, en activant votre micro, vous pouvez effectivement vous exprimer si vous le souhaitez. Mais je ne crois pas que je puisse le faire. Moi, je ne le vois pas en tout cas. Donc, bonjour. Bonjour. C'est Alexandra Marie. Oui, merci. Vous m'entendez bien là? On vous entend très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, j'ai pas bien compris par rapport au forfait obligatoire lié au référent mobilité. Enfin, là, je suis censée être, maintenant être référent mobilité. J'ai été nommée et du coup là, j'ai pas compris en fait cette histoire.
Forfait obligatoire et après forfait, je ne sais pas. Alors du coup, je vais avoir du mal à vous le réexpliquer autrement que je viens vous le dire, mais en fait, on a un article de loi qui dit que les OPCO, ils doivent prendre en charge certains frais. Ces frais, on les a identifiés du coup avec les OPCO, c'est tous les frais liés au référent mobilité. Donc, c'est les frais de personnel, donc, liés au poste de référent mobilité, et tous les frais afférents à ce que la personne va faire, tout simplement, tout son travail en fait, la vie réglementaire, les contacts avec les personnes extérieures, l'accompagnement, la recherche de financement, etc. Donc ça, c'est en fait l'OPCO détermine un forfait, et dans ce forfait, il y a normalement tous ces frais-là qui sont pris en compte. D'accord. Parce que oui, c'est un petit peu complexe encore pour moi. Parce qu'il y a forfait facultatif, mais je croyais que c'était pour, en fin de compte, dans les forfaits obligatoires, forfait facultatif, j'essayais de prendre des notes, je croyais que c'était pour les jeunes qui partaient à l'étranger, en fait. Ouais, une confusion en fait entre le forfait obligatoire qui est à destination en fait du référent CFA et forfait facultatif qui est à destination du jeune qui sera payé au CFA mais qui est à destination du jeune effectivement. C'est ça. Ah, c'est ça, exactement. Mais dans le forfait facultatif. Allez-y Laurie, pardon. Dans les frais, dans le forfait facultatif mis en place par les OPCO, il y a bien, c'est les frais liés aux jeunes quand il va d'un point A à un point B. S'il perd sa rémunération parce que son contrat a été mis en veille, il y a ça aussi qui rentre dans ce forfait-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plein de choses. Il peut y avoir le vaccin, les visas, enfin tout ça. D'accord, mais en fait, le forfait obligatoire, c'est un forfait qui est, ça vient des OPCO pour le CFA, pour le référent mobilité. Tout à fait. Exactement. En fait, la loi de 2018, elle a mis en place justement ce poste entre guillemets de référent mobilité, donc il faut qu'il soit financé, c'est aussi l'objectif. Donc c'est l'objectif de ce forfait obligatoire. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de référents, enfin les référents mobilité, il y en a beaucoup, enfin parce que c'est nouveau chez nous? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement. Chantal, peut-être que vous avez. Alors, en théorie, les obligations des CFA à la suite de la réforme de 2018 obligent tout CFA à avoir son référent mobilité, son référent handicap. Donc, en théorie, chaque CFA devrait avoir ses deux référents. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de contacter d'autres référents mobilité? Oui, dans le cadre du futur réseau des CFA qui sera mis en place, entre autres, il y a d'autres moyens bien sûr, mais entre autres, donc dans le cadre de réseau des CFA d'Atlas, on aura la possibilité d'organiser des réunions spécifiques pour travailler ensemble et faire monter en compétences en lien avec Erasmus, en lien avec EAM et la DGEFP. L'objectif sera de faire monter en compétences en fait tous ces référents qui pour certains sont, surtout pour les CFA historiques, sont présents depuis quelque temps, et puis pour les nouveaux CFA ou les OFA, ont pris de nouvelles fonctions qui sont déterminantes dans l'environnement actuel, puisque ça fait partie intégrante des 14 missions définies pour le CFA, définies par la réforme de 2018. Peut-être, si je peux me permettre, Chantal, juste pour vous préciser qu'avec l'agence Erasmus, différents opérateurs de la mobilité, et puis l'association Europe Mobility, on a développé tout un programme de professionnalisation des référents mobilité dans les CFA. Alors, ces référents mobilité dans les CFA, ils sont bien installés sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, un peu moins sur le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un programme de professionnalisation clé en main pour les organismes de formation apprentissage qui est totalement gratuit, moyennant le respect de certains principes énoncés dans une charte. Donc, on pourra vous en faire profiter de ce programme de professionnalisation de 34 heures avec des formations en présentiel, en distanciel synchrone, asynchrone, etc. Je vais juste également apporter une précision sur cette question du référent mobilité. La loi du 5 septembre, elle dit que chaque CFA, pour pouvoir
bénéficier de fonds publics ou mutualisés, donc c'est vous savez, le critère, la certification Calliope, doit avoir des personnels dédiés à la fonction mobilité nationale et internationale. Étant entendu que cette fonction, elle peut être exercée par plusieurs personnes, à la différence du référent handicap qui doit être nommément désigné, c'est le guide de lecture du référentiel national Calliope. Cette fonction, elle peut être exercée par différentes personnes. Classiquement, sur les CFA de l'enseignement et de la formation professionnelle, cette fonction de référent mobilité est bien souvent exercée par du personnel pédagogique, par le documentaliste, par le directeur adjoint, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement un nouveau poste, c'est une nouvelle fonction qui est obligatoire. Et ça, je crois que c'est un point qui est important à préciser. Oui. C'est une valorisation d'une fonction et d'une intervention sur une thématique particulière. Après, effectivement, la répartition peut se faire selon les différents axes, bien sûr, d'intervention. Merci. Donc, on aura l'opportunité, en fait, encore avec Erasmus, la DGEFP et EAM, de refaire un webinaire spécifique, en fait, sur la mobilité et l'accompagnement et la présentation, en fait, de l'accompagnement proposé par Erasmus aux référents mobilité. Donc, c'est très bien. Une très Ah bonne oui, chose. super. Merci beaucoup. Hein. Oui, maintenant, c'est effectivement indispensable. Laurie, dernier point. Excusez-moi, j'ai une question. Non, je vous en prie, je suis Sophie Bouchot du CFA CCI Charente Formation. J'avais une question sur la mise en veille du contrat dans le cadre d'une mobilité de plus de 4 semaines. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce facultatif de la part de l'entreprise? Bah écoutez, c'est parfait parce que ça me fait un point justement, un pont pour mes perspectives d'évolution. Effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour les mobilités de plus 4 semaines, c'est obligatoire. Mais oui, pour l'instant, oui. En l'état actuel de la loi, oui. Et je vous dis en l'état actuel de la loi parce que nous, on a beaucoup de remontées, notamment d'entreprises qui voudraient continuer de rémunérer leurs apprentis et qui préféraient en fait passer par une mise à disposition. Chose qu'on comprend évidemment tout à fait. Et donc, ça fait quelques mois qu'on attend en fait de trouver le vecteur législatif qui nous permettra de modifier la loi et qui nous permettra donc d'écrire dans la loi que en fait, l'entreprise, finalement, elle pourra choisir pour n'importe quelle durée de mobilité, elle pourra choisir entre mise à disposition ou mise en veille. Mais donc, on attend ce vecteur législatif impatiemment de notre côté pour pouvoir faire cette modification. Oui, parce qu'ils ont assoupli sur les filiales. Enfin, quand l'apprenti part dans une filiale de l'entreprise, il n'y a plus mise en veille du contrat. Mais effectivement, dans une entreprise après X ou Y, il y a mise en veille. Alors après, c'est tendancieux parce que je ne sais plus si c'est dans le décret. Enfin, il y a marqué l'entreprise peut mettre en veille. Donc, non, c'est pour moi, c'est peu conclure une convention de mobilité. Mais je vous confirme que c'est complètement obligatoire actuellement, vraiment. Mais après, on va faire le maximum pour modifier la loi. Ouais, parce que les enjeux sont quand même assez conséquents, surtout pour les CFA en fait, puisqu'après c'est nous qui prenons le relais en fait, c'est ça? Tout à fait, mais pour l'instant on n'a pas réussi à le mettre dans une loi, donc dès qu'on pourra le faire, on le fera. Mais là du coup c'est plus notre ressort. Mais oui, on a bien ce sujet en tête, ça fait partie des priorités, ça c'est certain. Les enjeux sont importants pour pardon, excusez-moi Sylvain. Les enjeux sont importants effectivement pour les CFA, mais pour les jeunes aussi qui se retrouvent en situation abandonnée plus ou moins à un moment ou à un autre, quoi. Et la solution, effectivement, quand ils sont à l'étranger pour un certain nombre de mois sans avoir la continuité de leur contrat de travail, peut être effectivement problématique. Tout dépend du pays où ils sont. Là, je pense plus particulièrement en fait à l'international et pas uniquement en Europe. Oui, parce que la rémunération est portée du coup là par le CFA. Non. En fait, dans le cadre d'une mise en veille, l'employeur il peut plus payer, le CFA non plus. La perte de rémunération, elle est comprise dans le forfait facultatif de l'OPCO. Ouais. Justement, on va passer à ce sujet. Excusez-moi.
On continuera les interrogations juste après. Excusez-moi, juste une petite question, si c'est possible. Est-ce que vous m'entendez? C'est Virginie Gallet, FA SACEF, donc référente mobilité. Là, je prends le relais de la personne qui m'a précédée et qui dit qu'il y a un assouplissement concernant les mobilités au sein de filiales, avec donc possibilité de maintien du contrat lorsqu'il y a détachement dans une filiale. Alors, moi, je n'ai pas entendu parler d'assouplissement. Par contre, est-ce que vous me confirmez dans ces cas-là que pour éviter la perte de rémunération, alors dans ces cas-là, on n'est pas dans le cadre d'une mobilité et donc une convention, mais d'un ordre de mission? Ah oui, on m'a déjà posé cette question. J'étais en train d'y travailler en interne. Je vous répondrai par mail une fois que j'aurai la validation chez moi. Très bien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me reposer la question. Donc, l'ordre de mission, on est d'accord que c'est dans les filiales, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est lorsque l'entreprise envoie son salarié, que ce soit un apprenti ou quelqu'un d'autre, hein, mais dans une de… en fait, le salarié va continuer à travailler pour l'entreprise, mais à l'étranger. C'est comme une mise à disposition, quoi. A priori, j'aurais tendance à dire non, mais je vais vraiment regarder ce point et je vous répondrai plus précisément par mail. Laurie, vous voudrez bien me communiquer la réponse afin que je puisse l'intégrer dans les questions-réponses qui seront mises à disposition à l'issue en fait du webinaire. On passe au l'évolution du cadre financier. Voilà. Vous avez évoqué, Laurie, l'évolution du cadre financier, c'est bon? Non, mais je peux le faire très rapidement. Donc, non, allez-y, nous avons encore un peu de temps. Ok. Donc, comme je vous le disais, en fait, donc le forfait obligatoire donc pour le référent mobilité, voilà, on voit aussi un problème aujourd'hui qui est que si ces CFA, certains CFA ne mettent pas en œuvre de mobilité, du coup, ils n'auront pas ce forfait mobilité. Ça, c'est un problème qui peut se poser. Nous, en fait, de notre côté, on réfléchit en interne pour qu'on puisse sécuriser ce forfait obligatoire et sécuriser le fait que le CFA recevra bien une contribution pour ce poste, pour les missions dédiées aux référents mobilité. Donc, il y a vraiment un travail qui va être fait pour sécuriser ces financements-là, que ce soit pour le forfait obligatoire, aussi bien que pour le forfait facultatif. Donc ça, je peux vous le confirmer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais partager avec vous également, c'est sur le forfait facultatif, particulièrement, mais aussi sur les deux. Les OPCO ont pris des décisions de financement qui sont très diverses, ce qui n'est pas surprenant parce que de toute façon, la loi ne précisait pas de plafond ni quoi que ce soit, ni de modalité de gestion particulière. Donc forcément, les OPCO ont pris en charge ont pris des décisions différentes. Le problème, c'est que ça peut effectivement être compliqué, notamment certains CFA qui travaillent avec plusieurs OPCO. C'est pas facile de s'y retrouver dans ces conditions. Nous, on est conscient de ça aussi. Donc, on va essayer de travailler avec les OPCO pour trouver le moyen d'harmoniser un peu plus les décisions de prise en charge et les modalités de gestion. Sachant quand même que les OPCO ont ce droit, entre guillemets, clairement, de décider au sein de leur conseil d'administration leurs modalités. Mais on va essayer d'organiser ça de manière à ce que ce soit le plus fluide et le plus lisible possible pour tous. Merci. Oui, Voilà, vous pouvez compter sur Europe Mobility aussi à ce niveau-là. Oui, avec Europe, je n'ai pas précisé. Très bien, merci. J'en arrive justement
aux particularités d'intervention en fait d'Atlas sur la mobilité. Ce sont des informations qui sont bien sûr sur le site d'Atlas depuis qu'elles ont été votées. En fait, le conseil d'administration a voté, donc les membres paritaires et représentants de nos 15 branches professionnelles ont voté en mai 2020 en fait ces nouveaux critères. Et vous parliez, Laurie a évoqué bien sûr tout à l'heure deux modes de financement. Donc le forfait obligatoire qui est à destination pour couvrir les frais, je dirais, du référent mobilité. Donc là, vous avez en fait une prise en charge à partir du moment où l'information est déjà précisée dans la convention de formation. Vous avez effectivement cette possibilité d'intervention à hauteur de 500 € qui sera versée au CFA. Et puis, le forfait facultatif qui n'est pas, je dirais, une spécificité de tous les OPCO, mais qui est vraiment la particularité de l'OPCO Atlas, eh bien, nos partenaires, nos paritaires ont pris la décision pour une mise en veille de participer à hauteur de 2 500 € qui couvre en fait, comme je le précisais, comme il est précisé ici, la perte de rémunération, la protection sociale, qui est versée au CFA, mais qui doit être reversée bien sûr aux jeunes très rapidement. Et puis dans le cadre de la mise à disposition par l'entreprise, le forfait est de 1 800 €. Pour obtenir en fait ces forfaits, il faut bien sûr que l'OPCO Atlas, que l'entreprise ait déposé une convention de mobilité avant la mise en place en fait de la mobilité réelle, parce qu'il faut qu'on puisse avoir un délai d'instruction, et à partir du moment où la mobilité en fait est mise en œuvre, eh bien dès que le CFA dans le cadre d'une facturation nous envoie cette facture déposée directement sur le site et sur la plateforme facturation en ligne, eh bien le remboursement sera assuré. Mais la seule condition, et je réinsiste, la seule condition, c'est d'avoir la convention de mobilité qui redéfinit en fait le programme de la mobilité, les dates, début, fin, le lieu, etc. Toutes ces informations, vous les avez sur le site, et je réappuie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous avez un nouveau Vademecum qui a été conçu grâce en fait aux interactions entre les OPCO, la DGEFP et le réseau des CFA, les réseaux principaux des CFA. Donc c'est vraiment une mise en commun en fait de l'intégralité des process de gestion administrative, on va dire, des OPCO, et validé en fait par les CFA et les réseaux de CFA et la DGEFP. Donc, je vous invite véritablement à faire de ce petit document votre lecture. Alors le soir, ce sera peut-être un peu soporifique, mais prenez un peu de temps pour le regarder, parce que là, vous avez un process qui a été construit et identique et défini pour tous les OPCO. Donc, ça simplifiera votre vie, la vie des CFA, la vie des entreprises, parce que là, vous saurez quels sont les éléments qui vous sont nécessaires, que vous devez nous envoyer dans le cadre de chacun des OPCO, bien sûr. Et puis, il y aura encore d'autres évolutions en fait dans le futur. Mais je ne peux que vous inviter à aller chercher ce document. Soit il sera mis, je pense, sur le site OPCO Atlas, mais dès maintenant, vous l'avez sur CFA-Doc. Donc, je vous invite à aller le chercher. Puis, si toutefois vous ne l'aviez pas, envoyez-moi un petit mail et vous aurez, je vous enverrai toutes ces informations. Vous avez donc, j'ai trop vite, le site MyAtlas. Je dirais que c'est votre référence indispensable pour toutes vos démarches, quelles qu'elles soient. Et puis, je vous ai remis en fait les adresses de vos correspondants. Et en finale, je voulais vous présenter, et je souhaitais qu'elle se présente. Je ne sais pas si Agathe, Madame Agathe Bacon, je ne sais pas si vous êtes encore là. Voilà. Oui. Merci Agathe. Je vous laisse vous présenter à nos CFA.
Ouais, bonjour à toutes et merci pour la qualité des interventions lors de ce webinaire. C'était très intéressant. Alors, je me présente, moi je suis Madame Agathe Bacon. Je travaille aux côtés de Laurie Albien à la DGEFP. Donc au ministère du Travail et plus précisément dans la mission alternance et accès aux qualifications. Et je suis en charge sur la politique de l'apprentissage de l'accompagnement des têtes de réseau des CF1 dans l'appropriation de la réforme. Donc moi, j'ai pris mon poste assez récemment parce que je suis arrivée au ministère du Travail en mai 2021. Et depuis, j'anime notamment les groupes de travail des têtes de réseau des CFA et je travaille sur l'ensemble des problématiques relatives au CFA. Et c'est aussi pour ça que Madame Buffet a voulu, je suppose, me faire participer. Et c'est avec plaisir du coup que je me présente auprès de vous. Laurie, comme moi, elles vont sans doute normalement pouvoir donner nos coordonnées à l'issue de ce webinaire. Voilà, donc ouais, tu valides, Laurie. Et merci à tous en tout cas. Merci à Madame Buffet pour son invitation et voilà. Bon week-end surtout, qui arrive. Merci Agathe. J'intègre, pardon. Oui, pardon, Chantal. J'en profite juste pour corriger l'adresse mail qui est renseignée pour l'agence Erasmus. On s'est trompé dans celle qu'on vous a renseignée, donc c'est promotion.supérieur@agence-erasmus.fr. Au lieu Ok, de vous me faites un petit mail et puis je la réintègre. J'intégrerai également, oh là, mon niveau de batterie est faible, donc je vais faire vite. J'intégrerai également en fait l'adresse d'Agathe puisqu'elle m'a autorisé à le faire. Et vous aurez sur le site prochainement en fait à la fois le webinaire et bien sûr le contenu papier de qui vous a été présenté aujourd'hui. Je vous remercie Paola, Morgane, Sylvain et Laurie et Agathe. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez passé pour ce webinaire et pour sa préparation et surtout compte tenu des derniers événements en fait de AM et sur les états généraux de la mobilité, vous aviez vraiment beaucoup de temps ou peu de temps à consacrer à cette préparation. Donc merci en tout cas, merci pour la qualité de vos interventions. J'ai été ravie de pouvoir travailler avec vous sur ce sujet. Et puis nous aurons certainement l'occasion de travailler avec vous pour une présentation identique via nos entreprises et via les équipes aussi, bien sûr, de l'OPCO Atlas. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous restons à votre disposition et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci, Bon au revoir. Au revoir. Merci Paula, bon week-end à vous aussi. Merci Chantal.